Dans un monde où l'argent est roi, il est essentiel à ce que tout le monde ait accès aux services financiers. Raison pour laquelle nous avons trouvé que c'était important d'en parler aujourd'hui dans ce nouveau numéro de Parlons Banque, votre magazine préféré, avec comme sujet l'inclusion financière. Bonsoir et bienvenue à vous. L'inclusion financière en RDC est un enjeu majeur pour le développement économique et social. En 2022, les taux d'inclusion financière étaient de 38,5%, inférieurs à la moyenne de l'Afrique subsaharienne. Le gouvernement a lancé la stratégie nationale d'inclusion financière pour augmenter ces taux de 65% en 2028, en développant l'accès aux services financiers, notamment via les mobile money, et en améliorant l'éducation financière. Dans ce numéro, nous allons relever les obstacles liés aux freins de cette inclusion et éclaircir vos différentes lanternes liées à ce concept. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui il s'agira de parler de l'inclusion financière. Et pour ce faire, nous sommes sur ce plateau avec Monsieur Alain Mbala. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir madame. Alors Monsieur Alain Mbala, aujourd'hui on parlera de l'inclusion financière. Vous parlez de l'inclusion financière aujourd'hui sous quelle casquette précisément? Ok, Monsieur Alain Bala, je suis d'abord économiste de formation. J'ai un master en économie du développement à l'université de Kinshasa. Et à part ça, j'ai une expérience en banque pendant 9 ans, où j'ai travaillé dans de banques, notamment dans les opérations et dans le commercial. Et aussi, j'ai quand même eu à passer par comment on appelle le mobile money. J'ai fait le mobile money un moment. Et puis, en ce moment-ci, je suis assistant du directeur général de la direction générale de recettes de Kinshasa. Mais à part ça, je suis passionné de finance et je crois fermement à la richesse des nationaux pour avoir un pays développé. Une très belle vision d'ailleurs. Voilà. Alors aujourd'hui, on parle de l'inclusion financière. Est-ce que vous avez votre propre définition de ce concept? Bon, l'inclusion financière, c'est la capacité, selon moi, qu'un système financier d'un État ou d'une région a à pouvoir donner accès à toute la population, peu importe leur niveau de vie, aux services financiers. Voilà, le contraire de l'inclusion financière, c'est l'exclusion financière. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas accès aux services financiers, on dira qu'ils sont exclus. Donc, l'inclusion financière, c'est cette capacité-là de pouvoir voir tout le monde, peu importe leur niveau de vie, dans le système financier, parce que on ne peut pas parler d'un pays qui peut se développer, un pays stable, sans le système financier. Alors, dans notre pays, qui est la RDC, on a l'impression qu'il y a des obstacles qui nous empêchent justement d'accéder à l'inclusion financière. Et selon vous, c'est quoi ces obstacles majeurs qu'on retrouve ici dans notre pays? Voilà, c'est une très bonne question. Il y en a plusieurs. Premièrement, et les obstacles, c'est la première des choses, c'est lié aux infrastructures. Ça, c'est très, très important parce que quand on parle de l'inclusion financière, j'allais citer, partant de ma définition, c'est-à-dire que la population doit avoir accès à des banques, la population doit avoir accès aux services d'assurance, la population doit avoir accès au mobile money, la population doit avoir accès également à toute forme de fintech qu'on a actuellement. Mais il y a aussi une chose qui est très, très importante. La population doit avoir accès aux messageries financières. Vous voyez, il y a des coins de la République où on n'a pas de société de messagerie financière. Vous êtes incapable d'envoyer de l'argent pour qu'une personne puisse aller et recevoir de l'argent. Et aussi, dans la définition de l'inclusion financière, on dit donner la possibilité à toute la couche de la population d'avoir accès aux services financiers, mais à moindre coût. Quand on parle de moindre coût, ce n'est pas forcément le frais lié aux transactions financières, mais c'est également le prix payé. On ne doit pas faire de milliers de kilomètres pour juste aller dans une installation pour soit faire un versement ou retirer de l'argent. C'est-à-dire que voilà, parmi les obstacles, vraiment, les infrastructures, les routes, qui ne permet pas aux entrepreneurs ou investisseurs, ceux qui investissent leur argent dans le secteur, c'est-à-dire dans le banque et le reste, de pouvoir mettre leurs installations dans certains coins de la République parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité. Et voilà tout ça. Donc, comme j'étais en train de dire, l'obstacle majeur, c'est vraiment l'infrastructure.
c'est les routes, c'est l'énergie. La RDC aujourd'hui, c'est un pays où la couverture en électricité est pratiquement de 21%. Imaginez un pays de 2 453 000 km². Vous voyez, 21%, c'est rien du tout. Et du coup, cela ne permet pas aux banques ou à certaines institutions financières de pouvoir se déployer dans le pays. Ok. Voilà. Alors, à part les infrastructures, il y a d'autres obstacles, comme ça, l'énergie, vous avez cité, il y a d'autres obstacles. Moi, je vous attendais dans ce point-là où vous allez mentionner le manque d'éducation au niveau financier. Bon, en fait, oui, l'éducation financière, oui, mais je n'aimerais pas vraiment mettre ça en premier. Parce qu'on peut aller éduquer, par exemple, la population qui est dans le milieu rural. On l'éduque et après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ok. Vous trouvez que l'éducation financière, ce n'est pas vraiment un obstacle? Oui, c'est un obstacle. Mais pas majeur. Majeur pour moi, c'est les infrastructures. Ok. Parce que déjà, s'il y a infrastructure, c'est-à-dire qu'il y a possibilité d'aller là-bas. Et puisqu'il y a la possibilité d'aller là-bas, on va éduquer. Ok. Vous voyez? Je pense que l'éducation financière vient après. Parce qu'en réalité, quand on parle d'éducation financière, ce sont des termes de la cité ou de la ville, des termes urbains. Mais moi, je connais une tante dans ma famille qui n'a pas l'éducation financière, Mais qui vend des braises, mais une fois on avait un problème, elle a sorti $1000. Là où les personnes qui estiment être éduquées financièrement n'avaient pas. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Dans son petit commerce, elle a appris à épargner. C'est une éducation financière. Hein? Exactement. Même si elle s'est auto-éduquée, moi je pense que c'est quand même une éducation financière. Donc, une manière pour dire que dans ce milieu-là, il y a des gens qui ont peut-être ces bases-là. Mais ce qui leur manque, c'est les infrastructures, c'est les installations, c'est les agences de banque. Parce qu'elle peut bien garder de l'argent parce qu'elle a appris. Garder de l'argent, ça peut peut-être venir d'une éducation familiale, mais leur argent n'est pas en sécurité. Parce que lorsque ça se trouve dans une banque, c'est en sécurité. Lorsque ça se trouve dans un mobile money, c'est en sécurité. Il peut perdre le téléphone, mais l'argent est toujours dedans. Vous voyez, les infrastructures, l'électricité, les réseaux et tout ça. Aujourd'hui, le taux de pénétration des réseaux de l'Internet à Kinshasa, c'est entre 30 et 35%, d'après le données de l'Observateur de la téléphonie mobile de l'ARPTCE. Donc, c'est entre 30 et 35%. Dans un pays si vaste de plus de 100 millions d'habitants, c'est quand même faible pour dire qu'il y a des coins où les hommes et les femmes n'ont pas accès à l'Internet. Toutes ces choses-là tendent souvent à freiner un peu l'évolution par rapport à l'inclusion financière. Alors, l'inclusion financière, lorsqu'on en parle, lorsque vous en parlez, on a beaucoup plus l'impression, ou alors les personnes qui nous suivent actuellement ont beaucoup plus l'impression que c'est réservé à une certaine classe de la société, c'est-à-dire de personnes UP, des personnes qui ont quand même des revenus mensuels assez élevés. Est-ce que vous pensez que ça concerne également les populations vulnérables? L'inclusion financière concerne tout le monde. Et comment est-ce que les services financiers peuvent aider la population vulnérable? Le service financier, pour aider, pour moi, la première des choses, c'est l'innovation. L'innovation? Ça, c'est très, très important. Pourquoi? Sur quel point? Oui, je vais quand même arriver. Parce que les obstacles, il y en aura. Il y en aura quand même, il y en aura toujours. Mais l'innovation tend quand même à surpasser les obstacles. Okay. C'est très, très important. Pourquoi? Parce que il y a une belle expérience aujourd'hui en Afrique, c'est le Kenya. En termes de l'agency banking, c'est vraiment très, très connu. C'était lié à l'innovation. C'est-à-dire qu'il y a une société de télécom qui a vraiment poussé les choses pour que les services financiers arrivent jusqu'au milieu rural. Ils ont pensé, ils ont inventé l'agency banking. Vous voyez, on doit avoir nos propres idées qui sont propres à notre culture, à notre façon de faire les choses, à notre façon de voir les choses. Donc l'innovation est très, très importante, mais tout cela doit être accompagné par l'État, notamment par un cadre réglementaire. Parce que le secteur financier est un secteur très réglementé. C'est-à-dire que tous ceux qui investissent dans le secteur financier, ils ne peuvent rien faire si l'État ne les autorise. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir les autorisations pour faire quoi que ce soit. Donc, c'est-à-dire que l'État aussi doit essayer de réfléchir, de voir
comment soulager ou rendre souple certaines lois pour permettre notamment les investisseurs. Quand je parle d'investisseurs, je parle de ceux qui sont certainement dans le secteur privé et qui investissent dans le secteur financier, bien sûr, pour aller de l'avant. Et en quoi cela touche la population vulnérable? Bon, comment est-ce que ça touche la population vulnérable? Ça, c'est une question très, très importante parce que les études montrent que l'inclusion financière a un impact sur la croissance économique du pays. Mais bon, ça, c'est théorique. Vous voyez, il faut maintenant faire des études sur place pour essayer de vérifier si c'est effectif. La question que j'aimerais me poser à moi-même et aussi à ceux qui nous regardent, est-ce que déjà ceux qui sont dans des villes à Kinshasa aujourd'hui ou dans d'autres villes du pays, qui sont inclus financièrement, c'est-à-dire ils ont accès aux services financiers, est-ce qu'ils se développent? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi? Parce que quand on dit que l'inclusion financière permet à la population vulnérable de sortir de leur vulnérabilité, parce que dans d'autres cieux, dans d'autres pays, quand on parle de services financiers, le service financier permet également à des hommes, à des femmes, à de petits commerçants de pouvoir avoir de microcrédits pour développer leurs activités. C'est-à-dire qu'on peut parler d'inclusion financière. On peut aujourd'hui avoir le mobile money dans un village au plus profond de la République, mais si le service financier ne booste pas les activités de Congolais, on ne verra pas l'impact. Exactement. Alors, le but de cette émission, c'est aussi éclairer les différentes lanternes de nos téléspectateurs. C'est quoi les avantages que renferme dans le fond l'inclusion financière pour ceux-là qui nous suivent? Ok. Les avantages, premièrement, ça permet à ce que la population puisse avoir accès aux services financiers. Ça, c'est déjà d'emblée, c'est connu. Maintenant, quand ils ont accès aux services financiers, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir? Pour la population vulnérable, par exemple, comme je le dis, il peut bénéficier au microcrédit. Parce que quand on parle de services financiers, on voit le banque, on voit les sociétés d'assurance, je l'avais dit, on voit le mobile money, mais on voit aussi le microfinance, les sociétés de microfinance. Aujourd'hui, on parle même de nanofinance, c'est maintenant un terme qui est popularisé. C'est-à-dire que c'est la finance plus bas que la microfinance. Vous voyez, c'est-à-dire que quand ils ont accès aux services financiers, ils peuvent avoir de crédit. Il y a de mutuelles d'épargne. Par exemple, dans des villages et tout ça, il y a de mutuelles de crédit et d'épargne où les personnes qui sont dans de mêmes activités peuvent se réunir ensemble, ils mettent de l'argent ensemble et puis ils se financent entre eux. Ce sont des choses qui existent. C'est-à-dire que si la population vulnérable a accès aux services financiers, ils auront la capacité de pouvoir booster leurs activités par le crédit, par le microcrédit. Bien sûr, accompagné par une éducation financière, afin de leur permettre de comprendre comment gérer de l'argent. Mais aussi pour des sociétés, les PME ou bien les plus petites, moyennes entreprises, ça crée aussi la croissance. Dans quel sens? Aujourd'hui, il y a certains contrats, pour les avoir, il faut avoir au minimum un compte bancaire. Imaginez un peu, vous êtes une micro-entreprise et que vous n'avez même pas un compte. Vous pouvez rater une opportunité d'affaires tout simplement parce que vous n'avez pas accès aux services financiers. Parce que des institutions crédibles ne font confiance qu'à ceux qui passent par le secteur financier. C'est-à-dire que c'est un moyen pour eux de gagner en crédibilité et par ricochet, la crédibilité va créer la croissance de leurs activités. Mais aussi sur le plan macroéconomique. C'est-à-dire, quand je parle de macro, c'est-à-dire je vois et les populations, et les entreprises, les micro-entreprises ou les grandes entreprises. Mais sur le plan macroéconomique, l'inclusion financière a un impact sur l'inflation. C'est-à-dire, ça diminue l'inflation. L'inflation, c'est quoi? C'est le niveau de prix sur le marché. Vous voyez, sur le plan économique, c'est quelque chose qui est connu. Il y a les prix de denrées sur le marché ou de biens et services coûtent cher parce que la masse monétaire en circulation est en grande quantité. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une grande quantité de la masse monétaire en circulation, ça ajuste le prix à la hausse.
L'inclusion financière permet également qu'il y ait moins de circulation du cash, Ok. n'est-ce pas? C'est-à-dire que s'il y a moins de circulation du cash, c'est-à-dire qu'on peut payer même un taxi avec un mobile money ou on peut acheter le pain avec un mobile. Dans d'autres pays, ça se fait. Par exemple, au Kenya, je l'ai cité. Ça fera en sorte qu'il y aura moins de cash en circulation et par conséquent, qu'est-ce qu'il y aura? Le prix aura tendance à baisser. Exactement. Donc, c'est également un des avantages de l'inclusion financière. Alors, pour ces personnes qui sont incluses dans le système, si je dois le dire ainsi, quels sont ces services financiers qu'ils demandent le plus? Bon, Souvent, hein, ce qui revient. ok. Par rapport d'abord aux services qui demandent le plus, je crois, à mon avis, aujourd'hui, un des services financiers très, très important et sur lequel nous devons mettre un accent pour gagner cette pari-là de l'inclusion financière, c'est le mobile money. Ça va tellement vite. Le mobile money vend là où le banque ne vend pas. Ok. Vous voyez, le mobile money aujourd'hui, c'est une solution rapide. Pour avoir un compte mobile money, il n'y a pas beaucoup de paperasse comme pour ouvrir un compte bancaire classique et tout ça. Juste avec votre téléphone, vous pouvez juste vous enregistrer et voilà, vous avez un compte. On peut vous envoyer de l'argent, vous pouvez faire quelque chose et tout ça. Et je sais pas, je crois que c'est déjà d'actualité. Il y a certaines sociétés de telco qui donnent aussi peut-être des microcrédits. Ça peut permettre à quelqu'un de Ok. faire une activité, même un 10 $, c'est beaucoup. Il peut faire une activité, il a emprunté 10 $ dans le mobile money, il fait une activité, puis ça rapporte de l'argent. Et je crois, à mon avis, le service le plus important ou le plus demandé actuellement, c'est le mobile money. Et nous devons vraiment travailler sur ça si nous voulons vraiment gagner cette pari de l'inclusion financière. Alors, vous l'avez dit d'ailleurs en début d'émission que l'inclusion financière n'est pas très active dans notre pays. Qu'est-ce qui, selon vous, devait être changé pour améliorer les choses dans ce sens-là? La première des choses, c'est sur le plan réglementaire. Ok. Je suis en train de voir la Banque centrale du Congo engager quand même des actions en ce sens-là. Et je crois que c'est quand même quelque chose de très, très important à encourager. Le D'abord, gouvernement avant a toute même mis chose. en place ces stratégies, la SNIF aussi, pour permettre Exactement. justement de faire avancer les choses dans ce sens-là. Exactement, mais je crois que ça devait être beaucoup plus aussi pratique. Ok. Parce que j'ai essayé de lire aussi le document. Ça devait être beaucoup plus pratique. Quand je parle de pratique, pas juste dire des choses qu'on connaît, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. On doit vraiment être dans la pratique. Voilà pourquoi je te dis d'abord, j'étais en train de dire d'abord le cadre réglementaire, voir la réglementation ou les instructions de la Banque centrale en ce qui concerne les agencies banking, Ok. en ce qui concerne le messagerie financière, en ce qui concerne le mobile money, et vraiment essayer un peu de encore rendre les choses beaucoup plus souples. Mais aussi, je pense que l'État a le pouvoir de rendre certaines choses obligatoires. Je crois qu'il y a certains domaines où le paiement, on devait obliger que ça se passe par le service financier. C'est-à-dire, soit vous payez en banque, soit vous payez par un mobile money, soit vous payez par un terminal de paiement, peu importe, mais pas le cash. Je donne un exemple, par exemple, le taxe. Vous voyez, le taxe qui se paye. Je crois que, à mon avis, ce sont de petites choses, mais qu'on ne devait pas négliger. Il y a certains domaines où on doit exiger le paiement ne s'est fait que par un moyen de paiement électronique ou financier classique et non le cash. Parce que un grand problème aussi, je ne sais pas si on a parlé des obstacles. Je crois Si, qu'on a parlé des obstacles, oui. Un des obstacles de l'inclusion financière ici dans notre pays, c'est la culture du cash. Oui, les gens aiment trop manipuler le cash. Et derrière le cash, on sous-entend la corruption. Parce que vraiment, les gens qui connaissent le secteur financier, les auditeurs, ils savent, dans un secteur où il y a beaucoup plus de cash qui circule, derrière se cache la corruption et la fraude. Ok. Donc, on doit aussi travailler vraiment sur ça pour essayer de booster les choses. Alors, vous n'arrêtez pas de parler de paiement en ligne, de mobile banking et tout ça. Ça revient à la technologie, tout ça. Est-ce que vous pensez que la Exactement. technologie a un rôle à jouer dans l'inclusion financière? Je pense que c'est la première. Ok. Pardon, le premier rôle à jouer. Ok. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'inclusion financière sans la technologie.
parce que nous sommes à l'ère de la technologie, bien sûr. Donc, la technologie est très, très, très importante. On parle de fintech aujourd'hui et on ne peut pas s'en passer. Même le banque, aujourd'hui, le banque qui ont toujours été considérés comme une forme traditionnelle de services financiers, même le banque migre à la technologie. Aujourd'hui, on parle de digital, on parle de banque digitale, on parle de... Il y a des fois dans des banques, ce sont tout un département qui s'occupe du digital. Ok, Pourquoi? Parce que vraiment, on ne peut pas parler de l'inclusion sans la technologie. Le exactement. paiement, c'est pas en ligne, mais beaucoup de choses. Mais dans ce domaine, il y a également un grand travail à faire, surtout au niveau de l'État, notamment notre image sur le plan international. Je connais pas mal des amis qui sont entrepreneurs dans ce domaine de fintech et tout ça, qui ont du mal à travailler, hein, parce que notre environnement financier n'est pas propice. Ok. Vous voyez? Parce que il y a de grandes plateformes de paiement, par exemple comme PayPal et tout ça. Quand vous êtes au Congo, vous avez du mal à Oui. avoir de paiement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui contournent, même pour monétiser certaines plateformes de réseaux sociaux. C'est compliqué parce que le pays même n'y est pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, sur le plan conformité, parce que comme notre pays, il y a pas longtemps, on était placé sur une liste grise de Gafi, des pays qui a un peu risqué sur le plan blanchiment d'argent et tout le reste. Donc toutes ces choses-là ne favorisent pas Ok. forcément une éclosion rapide de l'inclusion financière. Alors, vous avez mentionné tout à l'heure que le gouvernement avait un rôle important à jouer dans l'inclusion financière dans notre pays. Qu'est-ce que, selon vous, doit faire le gouvernement concrètement pour améliorer les choses dans ces secteurs? Voilà. Je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le répète vraiment aussi avec beaucoup de précision. Comme je l'ai dit, sur le plan réglementaire, c'est très très important. On doit voir la culture, on doit voir comment est-ce que les gens pensent et mettre de loi en fonction de notre quotidien, mais pour pousser le Congolais à migrer vers l'inclusion financière. Ça, c'est très important. Donc, la première des choses, c'est un cadre réglementaire. Et pour ça, comme je l'avais même déjà dit, il y a quand même des avancées. Il y a quand même des avancées et nous voyons ce que la Banque centrale est en train de faire et tout ça. Ils sont en train de travailler sur cet aspect de choses. Mais deuxièmement, également obliger certains domaines de l'État, comme les taxes, les impôts. Moi, je crois qu'on peut arriver à un niveau où on demande que le paiement ne se passe que dans un circuit financier Ok. classique, c'est-à-dire soit par virement bancaire, soit par un terminal de paiement, je ne sais quoi, soit par le mobile money. C'est important, ça permet à ce que les Congolais puissent adopter une nouvelle culture. Ok. Ça, c'est vraiment important. Et puis autre chose, assainir les climats financiers du Congo, notamment en ce qui concerne la conformité, c'est-à-dire la fraude et toutes ces choses-là. Parce que à chaque fois, lorsqu'on cite notre pays dans le cas de fraude, cela nous donne des notes négatives sur le plan international. Et du coup, on n'est pas éligible dans certains marchés financiers. Mhm. Parce que le marché financier est interconnecté. On ne peut pas parler d'un système financier congolais isolé. Non, on a un système congolais, c'est vrai, mais qui est interconnecté avec le système financier international. Mm. Oui, donc, on doit avoir une bonne image sur le Ok. plan international. Donc, l'État doit beaucoup plus travailler sur les aspects de corruption et le blanchiment d'argent. Ça, c'est très, très important. À chaque fois qu'on parle de détournement d'argent, c'est une note négative sur le plan financier, même national. Ok. Vous voyez, c'est vraiment des points importants sur lesquels l'État congolais doit travailler. Mais aussi, il y a l'aspect électricité. C'est très important. Au village, par exemple, quelqu'un peut s'acheter un téléphone. Mais bon, les Android, généralement, la charge ne traîne pas. Vous voyez, ils doivent avoir de l'électricité. Comme je venais de le dire, 21% Oui. de la couverture d'électricité sur un si grand pays, c'est insignifiant. C'est-à-dire que travailler sur aussi ces aspects, je sais que ce sont des chantiers immenses et très, très, très grands, mais au moins, il faut commencer quelque part. Ça, c'est Oui. très important. Et selon vous, vous pensez qu'il y a des indicateurs de l'inclusion financière ici dans notre pays?
Oui, si on peut évaluer l'inclusion financière, moi je crois que la première des choses, on doit d'abord voir l'accès. Est-ce que le Congolais ont accès si facilement aux services financiers Mhm. et le Congolais de toutes les classes sociales? Ok. Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que dans nos banques, tout le monde peut venir? Est-ce que dans le microfinance, il s'adresse à tout le monde? Mhm. Ce sont des questions qu'on doit se poser. Est-ce que toute la population a accès aux services financiers? Ça, c'est la première des choses. C'est un indicateur pour Mhm. moi. Mais cela ne suffit pas. Mais même s'ils ont accès, est-ce que les Congolais les utilisent? Je donne un exemple, les mobile money. Un des grands problèmes de mobile money, on fait les cash in et le cash out. C'est-à-dire quand on voit de l'argent, aussitôt arrivé, aussitôt tu sors de Oui. l'argent. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas vraiment. Au-delà du fait de faire un dépôt et un retrait, il y a d'autres services. On peut payer un abonnement, on peut acheter des unités, on peut faire de l'épargne. Hein, je ne sais pas si c'est déjà actualisé dans nos sociétés de télécom ici. Mais moi, je crois qu'une bonne stratégie d'épargne, les microfinances devaient développer ça. Bon, bien sûr, la Banque centrale, ils dépendent de la Banque centrale. C'est-à-dire qu'ils doivent mettre un plan d'épargne dans le mobile money. Vous avez un compte dans votre téléphone, vous gardez de l'argent et la société de télécom vous rémunère comme les banques le font. Ça pourra encourager la population de garder aussi pendant longtemps de l'argent dans leur mobile money. Vous voyez? Donc, comme je l'ai dit, l'accès, mais l'accès ne suffit pas. Il faut voir l'utilisation. Est-ce qu'on utilise? Et aussi l'adaptation de ces services-là. Est-ce que les services financiers que nous avons, le crédit que les banques ont, on le donne aux Congolais? Ça aussi, c'est une question. Est-ce que le PME ont accès au crédit? Ça, c'est une question. Parce qu'il peut avoir accès aux services financiers, il peut ouvrir un compte, mais après, il fait quoi? Ok. Donc, s'il ouvre un compte, c'est pour qu'il passe de transactions. Mais s'il doit passer les transactions, il doit être éligible aux services qu'on lui propose. Est-ce qu'ils sont éligibles? Ça, ce sont des indicateurs. S'ils ne sont pas éligibles, on ne pourra pas forcément parler d'une inclusion financière totale. Ok. Peut-être c'est une inclusion partielle. Mhm. Voilà. Il y a une façon de mesurer le taux d'inclusion financière dans notre pays. Bon, généralement, on parle de la Est-ce que les population. banques donnent comme ça des rapports auprès du gouvernement pour leur maintenir au courant de ce qui se passe niveau inclusion financière, les microfinances? Bon, généralement, les banques et toutes les institutions financières font de rapports à la Banque Ok. centrale. Ça peut être mensuel ou trimestriel ou annuel. C'est sur base de ces informations que la Banque centrale maintenant communique Ok. et nous pouvons avoir une idée sur l'inclusion financière. Mhm. Notamment le nombre de comptes ouverts, ça Ok. permet de voir et tout ça. C'est sur base de toutes ces choses qu'on calcule même le taux de bancarisation. Ok. Aujourd'hui, dans notre pays, c'est aux alentours de 6%. C'est pratiquement trop faible, Insignifiant. insignifiant. Et voilà. Et si les banques n'utilisent pas la technologie, voilà, ça ne va pas avancer. Et donc, il y a le mobile money aussi. Je crois que le taux de pénétration mobile money en 2025, selon l'Observatoire de la téléphonie, je crois que c'est à 26%. Ok. Il y a un grand potentiel, mais c'est encore aussi faible. Mhm. C'est encore aussi faible. Donc, qu'est-ce qu'ils font? On regarde, parce que le service financier demande à une exigence, c'est quand même l'âge. Ah, Voilà. ok. Ouais, ça, c'est très important. Il faut avoir minimum 18 ans pour avoir un compte bancaire. Oui. Au moins, il y a deux comptes pour enfants. Mhm. Il y a certains produits dans d'autres banques où on peut ouvrir un compte pour un enfant, mais il y a un titulaire qui signe. Ce n'est pas l'enfant qui viendra pour retirer de l'argent. Donc, quand on a moins de 18 ans, on n'a pas souvent accès aux services financiers, même aux messageries financières. On ne peut Ok. pas vous envoyer de l'argent par de messageries financières. Vous avez moins de 18 ans, vous venez retirer de l'argent. Je crois, hein, à mon avis, que c'est également le cas pour les mobile money. Je crois. Donc, comment ça se calcule? On regarde la population qui a au moins 18 ans, le nombre de la population congolaise qui a au moins 18 ans, Ok. par rapport à ceux qui ont accès, c'est-à-dire ils ont au moins un compte. Parce que l'inclusion financière prend en compte et la bancarisation, et le mobile money, et tout le reste.
Parce que, comme je l'ai dit, la bancarisation est à 6%. Mais l'inclusion financière ne regarde pas seulement le banque, il regarde également le mobile money, il regarde le fintech, il regarde les assurances, il regarde le microfinance, il regarde le mutuel de crédit et d'épargne, il regarde tout ça. C'est-à-dire que toute la population qui a accès à un service financier par rapport à la population ayant au moins 18 ans, c'est alors qu'on dégage si on a quel pourcentage. Ok. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à mesurer le taux d'inclusion financière Exactement. d'un pays. Merci à vous, Monsieur Alain Bala. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Et merci à vous d'avoir éclairé les différentes lanternes de nos téléspectateurs. On espère que vous avez aimé ce moment passé ensemble. Oui, très très bien. Vous avez trouvé que c'était fructueux comme moment? Oui, important et surtout aussi pour tout le monde, pour la population, pour ceux qui nous suivent. Ce genre de thématique, c'est vraiment très important. Exactement. Merci à vous. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. On se donne rendez-vous très prochainement. Portez-vous bien et très bonne suite de programme sur Innov TV.